l'histoire de BYD. C'est une histoire complètement remarquable. Donc, c'est une entreprise qui a eu le vent dans le dos grâce aux batteries lithium-ion. Ils se sont classés au troisième rang mondial. Donc là, ils ont eu vraiment une phase de croissance qui est hyper importante et ils ont utilisé un modèle d'intégration complètement vertical pour les composants, pour téléphones portables, les batteries, etc., etc. Et ils ont fait exactement la même chose pour les voitures et c'est une véritable success story. Ils ont des revenus qui ont bondi avec des pourcentages de croissance complètement fous, sachant que Berkshire Hathaway a investi en 2009, comme je vous l'avais dit. Ils ont toujours souligné le fait que BYD, c'était un management qui était complètement extraordinaire et une entreprise qui bénéficiait d'un momentum complètement extraordinaire. Que ce soit les batteries, les véhicules électriques, tout ce qu'ils produisent et tout ce qu'ils font et la manière dont ils le font, ils ont une exécution qui est exceptionnelle. Mais par ailleurs, ils ont un momentum qui est exceptionnel. Alors, on va mettre une petite musique triste pour Wang Chuanfu. Wang Chuanfu, c'est un personnage hyper important pour BYD. Alors, c'est une success story qui est complètement folle. Et donc, il est tenu en très haute estime par Charlie Munger, Warren Buffett et Lilou. On va quand même raconter son histoire parce que c'est assez impressionnant. Son histoire, c'est qu'il est né dans une des plus pauvres provinces de Chine en 1966, dans un petit village, et il est devenu orphelin. Il a été élevé par sa grande sœur et son grand frère, mais il a quand même réussi à aller jusque à l'université. À l'université, il a été diplômé d'un master de chimie, notamment sur les technologies des batteries. Et en 95, il fonde BYD, une entreprise de batteries rechargeables. Et là, donc, c'est Lilou qui raconte. BYD, l'histoire de BYD est relativement simple. Wang Chuanfu, le fondateur et PDG de BYD, qui est un ingénieur vraiment formidable, a lancé l'entreprise à partir d'un simple prêt de 300 000 $, sans argent supplémentaire. Jusqu'à l'introduction en bourse, il a créé une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à 8 milliards $. Donc on a vu en 2020, c'est 20 milliards $ maintenant, qui emploie 170 000 personnes. Donc en 2020, c'est 230 000 personnes et compte des dizaines de milliers d'ingénieurs. Maintenant, c'est 35 000 ingénieurs. Et il a résolu tout un tas de problèmes différents. Le bilan est donc impressionnant. Il se trouve qu'ils sont dans le bon secteur, dans le bon environnement et qu'ils bénéficient du soutien adéquat des autorités. Et donc là, vous voyez, Wang Chuanfu est passé d'une personne née dans un des plus pauvres villages et provinces en 1966 à la 119e personne la plus riche au monde. C'est un truc de malade, cette histoire. Ça méritait bien que je vous mette une musique triste des Chevaliers du Zodiaque. C'est un truc de fou. He's curious why Mr. Munger prefers an investment in BYD to Tesla. Well, that's easy. Tesla last year reduced its prices in China twice. BYD increased its prices. We're a direct competitor. We're so much ahead of BYD. I mean, BYD is so much ahead of Tesla in China. It's like it's almost ridiculous. And if you look at BYD, which most people have never heard of, if you count all the manufacturing space they have in China to make cars, it would amount to a big percentage of all the land in Manhattan Island. And nobody ever heard of them a few years ago. Donc voilà pour la success story de malade de Wang Chuanfu. Et il est tenu en très haute estime par Warren Buffett et le regretté Charlie Munger. D'ailleurs, quand on parle de Warren Buffett et Charlie Munger, quelle transition magnifique. Donc, Charlie Munger et Warren Buffett, en 2008, ont acheté à peu près les actions à 1 $ et maintenant, on a eu à peu près un fois 30. Donc c'est une performance complètement Warren Buffettesque ou Charlie Mungeresque, mais en tout cas c'est une performance qui est magnifique. Oh my God. Ils ont quand même vendu pas mal d'actions. Maintenant ils ont à peu près 8% de BYD, toujours au niveau de Berkshire Hathaway. BYD is selling about 50 times earnings. That is a very high price. On the other hand, they're likely to increase their auto sales by another 50% this year. We haven't cried like that since Titanic. sold part of ours, by the way, about a year ago at a much higher price than it's selling for now. Sur la photo, on les voit lors de la fête pour le 1 millionième véhicule créé par BYD. De l'eau a coulé sous les ponts et actuellement on est à 6 millions.
Donc vous voyez, c'est une ascension qui continue. Et donc Charlie Munger décrivait Wang Chuanfu comme un miracle et disait que c'était un leader et un génie qui est actuellement bien meilleur à faire les choses que Elon Musk. Voilà. Donc c'est des paroles qui ont été prononcées par Monsieur Munger. Chacun sera juge. Après, je trouve que Tesla est une très très belle boîte aussi, mais on pourra s'amuser à comparer les deux entreprises un peu plus tard. Donc d'un point de vue boursier, une année en demi-teinte, plus 10%, c'est pas énorme par rapport à BYD, sachant que sur l'année 2023, on a un chiffre d'affaires qui augmente de 57,75%. Ça, c'est tiré de la publication du Q3 de BYD. Alors, notez quand même que toutes les publications de BYD sont très moches, pas du tout bien présentées, c'est très austère à lire. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Donc mettez un petit pouce ou abonnez-vous pour saluer la vaillance avec laquelle je lis les résultats et les rapports de performance de cette entreprise pour vous. Les chiffres d'affaires donc qui augmentent de manière exponentielle, c'est complètement stellaire. Des PER qui sont somme toute faibles. Un PER 2023 de 17,6. À titre de comparaison, PER 2023 de Tesla, il est de 117. Et la performance sur l'année, il est de 100%. Au niveau boursier pour Tesla. Donc, voilà. C'est marrant de voir une entreprise qui taille des croupières à Tesla sur le marché de la vente de véhicules qui a un PER qui est 5 à 6 fois moins important que celui de Tesla. Alors effectivement, vous allez me dire, Tesla, c'est les lanceurs de SpaceX, c'est la robotique, c'est les bornes de recharge qui font qu'une fois que la personne elle a acheté une Tesla, elle va générer des revenus récurrents sur les recharges. Donc c'est un business model qui est différent. Mais on peut arguer de l'autre côté que BYD, c'est des batteries et des composants pour les téléphones portables, c'est des batteries pour les voitures, avec notamment des clients comme Tesla, c'est des panneaux solaires et de l'innovation et un numéro 1 mondial de la vente de véhicules électriques. Le tag Chine dessert énormément BYD. All their phone listening, all their phone listening. This nephew got Huawei phone, they all listening. You use ExpressVPN? Mais c'est une entreprise qui est absolument fabuleuse, de mon point de vue, encore une fois. Et donc, si on veut regarder les chiffres, on a une valeur d'entreprise, une capitalisation qui diminue, avec un PER qui diminue. Vraiment, ils ont eu des BYD a eu des PER complètement fous. Un rendement qui s'apprécie, qui reste quand même plutôt anecdotique. Une valeur d'entreprise sur free cash flow qui est de 12 et sur EBITDA qui est de 7. Donc là, on est sur des multiples qui sont quand même, qui commencent à être intéressants. Et un chiffre d'affaires qui s'apprécie tout au long des années qui passent. Et on sait que 2023 sera encore une fois exceptionnel, avec des free cash flow qui restent intéressants. On va voir que la marge d'exploitation sur 2023, donc sur des résultats publiés, s'apprécie de trimestre en trimestre. On part de 4% au Q1 pour finir quasiment à 8% au Q3 2023, avec une marge nette qui naturellement s'apprécie aussi à 6,42%. Alors, on note quand même que les marges d'exploitation sont pas énormes dans ce business-là. On va noter qu'il y a une trésorerie qui augmente, donc c'est une entreprise qui n'a plus du tout de dette, qui a des free cash flow qui sont conséquents, qui a un ROE qui s'apprécie énormément, et en 2022 il est à 16% pour théoriquement sur les années suivantes passer les 20%. Et chose importante à signaler, vous voyez le CAPEX 2022 22%, et on va avoir des CAPEX qui augmentent énormément. Parce que pour alimenter cette croissance complètement folle, il faut des CAPEX qui sont très très importants. On parle d'une usine au Mexique, on parle d'une usine en Inde, on parle d'une usine en Hongrie avec des investissements de 1 milliard à chaque fois pour chaque usine. Donc c'est absolument phénoménal et c'est une entreprise qui nourrit sa croissance d'investissement de son outil de production et de sa marque. On a une notation sur Zone Bourse qui est 5 étoiles, c'est quand même bien de le signaler, avec des fondamentaux qui sont magnifiques, une valorisation pour une boîte comme ça qui, de mon point de vue, sont pas énormes, mais et un momentum donc sur les véhicules électriques qui est complètement excellent. Le Piotrowski Score, maintenant, c'est quand même devenu plutôt traditionnel de le présenter. Un Piotrowski Score qui a 8, donc c'est très très bon comme score. La dernière fois, je vous ai présenté Salmar, le score était à 6, c'était déjà pas mal, mais 8 sur 9, voilà.
On n'est pas à 9 sur 9, bon, mais 8 c'est déjà très très beau sur l'année 2023. Alors, la valorisation selon Guru Focus, elle est vraiment très très sous-évaluée pour la valeur. Par contre, attention, possible value trap, think twice. Attention, risque de value trap. Pour Hibou, expert, l'entreprise n'est pas tant sous-évaluée que ça, à 213 Hong Kong dollars. Il y a un écart type de 0,18, ce qui n'est pas exceptionnel, mais par contre, de toute façon, naturellement, vous avez une droite de régression qui a 22,6%. Donc c'est très très important, avec, attention, une volatilité qui est très importante, un écart type de 73,8%. Donc on peut très bien redescendre à 134 comme on peut monter à 406. C'est très très volatile comme valeur. Alors, j'ai un très bon ami qui fait de l'analyse fondamentale, qui est plutôt sur les cryptos, et on discute un petit peu analyse technique. Pour ça, je vais vous lire un petit peu ce qu'il m'a noté. Donc on a un W, l'achat idéal pour moi serait à peu près de 200,8 selon sa méthode. Pour l'instant, les bears ont rappelé à tout le monde que le momentum leur appartenait. Donc on est venu se ranger naturellement sur le chiffre de pi, c'est de la magie noire. Et depuis, on est dans un range. Comme c'est bizarre, Kaby Akaba, et voilà, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Bien malin celui qui pourra dire où cette bataille de prix finira. En tout cas, on voit qu'on va aller tester tous les prix qu'on a skip à la montée. Il faut pricer cette action et donc aller retester chaque prix pour voir où le marché trouve sa vérité. Si on ferme une bougie au-dessus de 280, on aura là un signal fort pour les boules. Et le précédent premier arrêt devenu résistance forte, 4-5 rebonds dessus en 2023, redeviendra un support et on fera un show me a new high and I'll show you a buy. Si on perd à 160, aïe aïe aïe, catastrophe, là on risque d'aller visiter les plus bas abyssaux, 138 au mieux, 40 au pire. Ce scénario, il me semble, ça serait un scénario à la Chine envahit Taïwan. C'est le scénario de la Chine envahit Taïwan. Mais pour moi, si jamais ça redescend sur les 140, 138, c'est le dernier support à défendre. Et donc, il y aura forcément des rebonds techniques là-dessus. Mais de toute façon, si la valeur se casse la gueule, 138, moi, tous les jours, je renforce à 140, à 138, je renforce tous les jours. La valeur de l'entreprise est magnifique. Hormis s'il y a les méga risques géopolitiques complètement fous, des invasions, des guerres, des trucs et tout, ça malheureusement, on voit pas. Mais si tu es rentré vers 200, pour moi, le stop loss est à 150. Mais voilà la perte. Donc voilà, pour vous donner, vous savez tout de mes discussions avec mes potes. Mais en tout cas, ça m'a semblé intéressant de vous montrer ça parce qu'il a vraiment développé une expertise sur l'analyse technique. Il est très très fort, il a de très bons résultats. Alors, bien sûr, cela ne représente pas un conseil en investissement, c'est juste un cas d'école pour vous expliquer un petit peu quelle est ma démarche, sur quoi je m'appuie, comment je réfléchis, et forcément, voilà, c'est tout un tas d'informations, de faisceaux d'informations qui vont m'aider à prendre mes décisions ou à voir un petit peu comment je travaille sur une valeur. BYD, hier, avec plus 4%. Donc c'est assez rigolo, j'avais pris le screen parce que j'ai fait le PowerPoint avant-hier et hier. Et donc voilà, hier 4,9%, aujourd'hui un tout petit peu beaucoup moins quand même, mais ça a continué de monter. On est sur un momentum de fin d'année qui est plutôt favorable pour les marchés chinois. Il faut noter quand même que le Hang Seng a perdu, je crois, 15% sur l'année, performance qui est très 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 mauvaise. On joue le momentum du redressement sur 2024 en ce qui me concerne. Vous le savez, vous me connaissez, j'ai une forte conviction sur ce marché. Je tiens à vous dire quand même que sur cette fin d'année, on a quand même un beau momentum bien vert, donc ça fait plaisir. Je voulais quand même vous signaler que le 13 janvier, vous avez les élections à Taïwan. Anyone, any niece and nephew from Taiwan? Not a real country. Not a real country. I hope one day you rejoin the motherland, one China. Selon les derniers sondages, vous avez un resserrement qui s'opère entre le Kuomintang et le DPP. Donc le candidat du DPP, c'est le parti plutôt pro-américain, on va dire, pour schématiser, et le Kuomintang, c'est un parti traditionnellement qui est pour un statu quo, mais une détente
avec la Chine. Donc c'est deux visions de Taïwan qui s'affrontent. Je vous ai mis un petit graphique qui est intéressant. Je vous laisse le lire et l'analyser. Bien sûr, vu que moi je suis plutôt bullish sur la Chine, j'aimerais bien, mais ça c'est vraiment d'un point de vue purement boursier, je n'ai pas d'a priori politique que ce soit le Kuomintang qui gagne. On verra le 13 janvier où est-ce qu'on en est, de suivre cette élection pour toute personne qui investit en Chine, parce que soit on continuera dans la tension avec la Chine, soit on ira vers un sentiment de détente avec la Chine et on n'aura pas du tout le même résultat d'un point de vue boursier et on n'aura pas du tout le même résultat d'un point de vue du risque de guerre avec Taïwan. Pour moi, si cette personne-là est élue, le risque de guerre et d'invasion sera quand même beaucoup plus important. Si cette personne-là est élue, le risque de guerre et d'invasion sera beaucoup plus faible. C'est mon analyse, c'est juste mon avis à moi, ça n'engage que moi. Je ne suis pas du tout un expert politique de la politique à Taïwan, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, c'était ma petite analyse à 2 balles, comment je vois les choses, comment je réfléchis par rapport à ce sujet. Voilà. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus. J'espère que l'analyse de cette entreprise vous aura plu. C'est vraiment une entreprise qui est magnifique. Il y a énormément de choses à dire sur ce marché, sur l'entreprise en elle-même. Je pense que, bien sûr, je n'ai pas tout dit. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura fait de la matière pour mieux connaître cette entreprise. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Je vous souhaite, bien sûr, la santé, la prospérité et du bonheur. À bientôt. Chairman, who's kind of a genius, said, I want to buy a bankrupt little crappy auto plant and go into the auto business from dead scratch when he's making cell phones, little tiny nothing company. And both Lilu and I tried to talk him out of it. I said, please don't do this dumb thing. You get your head handed to you going into the auto business, little BYD and so forth. Well, last year they made more than $2 billion in the auto business from that standing start at zero. It's unheard of.